Note importante sur les images. Actuellement, les vidéos sont livrées à l'état brut. J'utilise l'intelligence artificielle pour mettre mes récits en images. C'est pourquoi l'apparence des personnages peut parfois changer d'une scène à l'autre. Ma priorité absolue est de vous faire découvrir la force de cette histoire. Avec le temps, et grâce à votre soutien, je retravaillerai chaque image pour qu'elle soit parfaitement fidèle à mon récit et à l'univers que nous construisons ensemble. Pour l'instant, je vous invite à vous laisser emporter par l'histoire, par l'intrigue et les émotions. Le reste, la perfection visuelle, suivra. Merci pour votre compréhension et votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures. Voici le premier et le deuxième épisode de la saga du parfum, Connie Jacqueline. Une saga pleine de rebondissements. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un univers fascinant, celui des senteurs et des émotions. Vous allez découvrir l'histoire incroyable de la plus grande parfumeuse du monde, la légendaire Madame Connie Jacqueline. Son parcours est une véritable source d'inspiration, une aventure olfactive qui a changé l'histoire du parfum pour toujours. Et pour rendre ce voyage encore plus magique, chaque étape de sa vie sera illustrée par une chanson qui capture l'essence de ses créations et de ses passions. J'ai mis tout mon cœur dans cette vidéo, alors j'espère vraiment que ça vous plaira. Installez-vous confortablement, préparez-vous à être transporté et c'est parti pour un voyage sensoriel inoubliable. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Qui aurait pu deviner que le destin d'une grande figure de la parfumerie de luxe commencerait dans la poussière d'une caserne en Algérie? Loin des champs, de la vente de grâce, Jacqueline Connie a grandi au son du clairon et des bruits de bottes. Fille d'un légionnaire, son enfance a été marquée par les odeurs âpres du cuir, de la poussière du désert et parfois des épices s'échappant des cuisines. Mais à travers ce quotidien austère, elle observait les femmes algériennes passer, laissant derrière elles des effluves de jasmin et de fleurs d'oranger. Ces senteurs exotiques ont éveillé en elle une curiosité, une sensibilité unique pour le monde des odeurs, sans savoir que ce talent serait la clé de son avenir. À 12 ans, c'est le grand départ. Son père prend sa retraite et la famille quitte la rudesse de l'Algérie pour la verdure de l'Alsace. Pour Jacqueline, c'est un choc, mais aussi une révélation. À 13 ans, au lieu de s'intéresser au flirt et à l'école, elle passe son temps à explorer les champs. Elle découvre une explosion de couleurs et de parfums, coquelicots, bleuets, marguerites, un univers floral qu'elle n'aurait jamais imaginé. Son obsession naît alors. Comment capturer et conserver pour toujours ces odeurs magnifiques? Elle veut arrêter le temps, mettre en flacon l'âme de cette nouvelle terre. Sans aucune connaissance en chimie, ses premières tentatives sont instinctives et naïves. Elle écrase des pétales, les mélange avec de l'huile ou de l'eau, mais les résultats sont décevants. Loin de se décourager, cette fille de légionnaire, têtue et déterminée, se plonge dans les livres à la bibliothèque municipale. Elle y découvre les secrets de l'enfleurage, de la distillation, des huiles essentielles. Elle comprend que sa quête est un art, une science. Elle se met alors en tête qu'il lui faut un alambic pour extraire l'essence pure des fleurs. Un jour, au marché aux puces, son regard est attiré par un vieil objet en cuivre, rouillé et abandonné. C'est un petit alambic. Son cœur bat la chamade. Elle supplie son père de le lui acheter. L'ancien légionnaire, plus habitué à manier un fusil, est d'abord perplexe, mais devant la passion de sa fille, il cède. Il passe des soirées entières à le nettoyer et le réparer. Puis vient le moment magique, la première distillation. Une minuscule goutte d'essence, pure et intense, extraite d'un champ d'églantier. À seulement 13 ans, Jacqueline vient de créer sa toute première matière première. Ce n'était pas encore un parfum, mais c'était déjà le parfum de l'espoir, la première pierre d'un futur empire. Si cette histoire vous inspire, abonnez-vous pour découvrir d'autres destins extraordinaires. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes au milieu des années 1960.
Les petites bouteilles de Jacqueline contiennent désormais de vraies huiles essentielles, des concentrés intenses de la flore alsacienne. Mais son alambic de cuivre, malgré son charme, ne rapporte rien. Pour son père, Frédéric, l'ancien légionnaire, l'heure est au retour à la réalité. Les difficultés financières pèsent lourd, et les jeux de sa fille ne peuvent plus durer. Un soir, à table, il lui dit sèchement « Jacqueline, on ne vit pas de la cueillette des coquelicots. Cet alambic, c'est un passe-temps. Tu as 13 ans, l'âge de commencer à te rendre utile. Il faut que tu trouves un petit travail, quelque chose qui rapporte de l'argent, même un peu. » Sa mère, Justine, essaie de le calmer. Mais Frédéric, elle apprend tellement. Mais son père est inflexible. Elle apprend à faire des jus qui ne se vendent pas. Ici, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Le cœur de Jacqueline se serre. Son monde de parfum, son refuge, son rêve est menacé par la froide logique de la survie. Elle comprend qu'elle doit aider sa famille. Mais au lieu d'abandonner son alambic, elle y voit une opportunité. Si elle doit travailler, pourquoi ne pas essayer de vendre ce qu'elle crée ? Elle décide alors de combiner l'obéissance à son père avec la poursuite de son rêve. 10 ans plus tard, au printemps 1963, Jacqueline a maintenant 23 ans. Elle a perfectionné son art, mais vit toujours sous le toit familial, sans revenu stable. Pour Frédéric, la situation est intenable. Un jour, il explose. 23 ans, Jacqueline. Tes amis se marient, elles travaillent, elles construisent leur vie. Toi, tu passes tes journées à distiller des vapeurs. La dispute est violente. Cette nuit-là, le cœur lourd, Jacqueline quitte la maison. Dans son baluchon, juste son carnet de formules et son précieux flacon d'églantier. Elle prend le premier autocar pour Mulhouse, la grande ville. Le voyage est silencieux, le paysage alsacien défile sous ses yeux tristes. Arrivée en ville, elle trouve rapidement un emploi chez Monsieur Müller, un traiteur réputé. Le marché est simple, nourri et logé dans une petite chambre sous les toits, en échange d'un travail acharné en cuisine. Une situation précaire, mais qui lui offre enfin l'indépendance. Entre elle et son père, un silence froid et amer est désormais scellé. L'histoire de Jacqueline vous touche ? Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de son incroyable parcours. Chez Monsieur Müller, Jacqueline est d'abord submergée. Habituée à la pureté des notes uniques du désert et des champs alsaciens, la cuisine lui apparaît comme un chaos complexe. L'acidité du vinaigre, la chaleur des viandes mijotées, le sucre caramélisé et surtout les épices. Le garde-manger devient son laboratoire secret. Elle ne se contente plus de goûter, elle sent. Elle compare la structure du parfum d'une rose à celle, bien plus complexe, de la muscade ou du clou de girofle. Elle découvre que les épices fonctionnent comme les notes d'un parfum. Le poivre, une note de tête volatile et piquante. La cannelle, une note de cœur chaude. Et la vanille, une note de fond douce et persistante. Elle réalise que l'art d'équilibrer une sauce est semblable à celui de créer un parfum. Cette période chez le traiteur n'est pas un obstacle, mais une école accélérée qui transforme son talent brut en celui d'une véritable compositrice d'odeurs. Un jour, une grande commande pour un banquet est compromise. La sauce principale est jugée trop terne par Monsieur Müller lui-même. Il peste. Ça manque de vie, Jacqueline. Les notes de fond sont là, mais rien ne les soulève. Jacqueline, qui a analysé la sauce, comprend le problème. Il manque une note de tête, volatile et excitante. Timidement, elle s'avance. Monsieur, il ne manque pas de force, mais de vitesse. Votre accord a besoin d'un point brillant. Avez-vous une pincée de poivre, de Szechuan ou un micro-zeste de bergamote ? Le traiteur la regarde, stupéfait. De la bergamote dans ma sauce, aux champignons ? Mais vous êtes folle. Elle insiste. Elle a un profil floral et piquant qui s'éteint vite. Elle va ouvrir la sauce sans en changer le cœur. Intriguée et désespérée, Müller cède. Jacqueline ajoute le zeste. Le résultat est immédiat. La sauce, tout en gardant sa profondeur, se révèle sur une note fraîche et inattendue. Les clients du banquet sont conquis. Monsieur Müller observe alors Jacqueline avec un respect nouveau.
Il ne voit plus une jeune fille sans métier, mais quelqu'un avec un nez exceptionnel. Après ce succès, tard un soir, Monsieur Muller l'interroge. Comment une fille qui a appris à cuisiner il y a quelques mois peut avoir un nez aussi fin? Hésitante, Jacqueline se confie. Elle lui raconte l'Algérie, son père légionnaire, les odeurs austères de la caserne contrastant avec le jasmin d'Alger, puis l'Alsace, son obsession pour les fleurs, et cet alambic de cuivre déniché au marché aux puces. Mon père voulait que je sois sérieuse. Pour lui, ce que je faisais, c'était de la fumée qui ne paierait jamais le loyer. Alors, j'ai préféré tout quitter plutôt que d'abandonner mon rêve. Muller sourit doucement. Fumée qui ne paie pas le loyer, répète-t-il. Il se lève et revient avec un petit flacon en verre contenant de l'huile essentielle de cèdre Atlas. Je crois qu'elle vous sera plus utile qu'à mes champignons. Un nez comme le vôtre ne devrait pas sentir la graisse de canard toute sa vie. C'était une bénédiction. Le traiteur pragmatique devenait le premier à reconnaître son talent, lui offrant non pas un avertissement, mais un ingrédient pour son rêve. Muller observe Jacqueline, l'éclat de l'ambition dans ses yeux. Il craint que ce talent qu'il a découvert ne soit la cause de son départ. Il lui dit, avec un ton de patron, qu'il ne l'a pas aidée pour qu'elle parte à Paris. Son commerce a pris de l'envergure grâce à elle, et si elle part, il perd son meilleur atout. Jacqueline comprend sa peur. Ce n'est pas juste une employée qu'il risque de perdre, mais l'élément magique qui rend sa cuisine exceptionnelle. Elle lui répond que sa passion, c'est le parfum, elle ne peut y renoncer. Muller, homme d'affaires instinctif, propose alors un compromis. Il lui demande de rester 6 mois de plus. Elle continue de l'aider en cuisine, mais il lui libère les soirées et lui donne un espace de travail. En échange, il veut qu'elle utilise son talent à son profit. Il veut qu'elle crée une signature olfactive unique pour ses invitations, ses cadeaux d'entreprise, une odeur que personne n'oubliera. C'est une proposition inespérée. Elle serait payée pour composer, pas pour faire la vaisselle. Elle accepte, mais pose une condition. Si elle réussit, elle partira après ces 6 mois. La signature Muller est un succès immédiat. Jacqueline a créé une senteur vive et élégante, mélange de bergamote, de feuilles de cassis et de poivre rose. Les clients ne parlent plus seulement de la qualité des plats, mais de l'atmosphère unique du lieu. La réputation de ce parfum de traiteur se répand. C'est ainsi qu'un après-midi, un homme se présente chez Muller. Il s'appelle Hans, un multimillionnaire de l'industrie de précision. Il n'est pas là pour commander des petits fours, mais pour le secret olfactif du lieu. Il demande à Muller qui est responsable de ce parfum. Fier, mais nerveux, Muller hésite. Révéler le nom de Jacqueline, c'est la perdre. Mais il ne peut mentir. Il avoue que c'est sa collaboratrice, mademoiselle Cognet. Hans demande à la voir. Jacqueline arrive, essuyant ses mains sur son tablier. Hans lui dit sans détour que ce qu'elle a fait n'est pas de la parfumerie d'ambiance, c'est de l'art. Il l'écoute raconter son histoire, son obsession pour les fleurs, son conflit avec son père. Il lui dit alors « La fumée, qui ne paie pas le loyer, mademoiselle Cognet. Quand c'est moi qui l'achète, cela s'appelle un investissement. » Il sort un carnet de chèques et lui propose de financer son laboratoire pour 6 mois afin de créer une ligne de parfums de luxe. En échange, il veut 50% de l'entreprise qu'ils créeront. La proposition de Hans est un choc pour Jacqueline. C'est la reconnaissance que son père lui a toujours refusée. Monsieur Muller, lui, est vert de jalousie. Il sent que l'âme de son commerce va lui être arrachée. Après le départ de l'investisseur, il confronte Jacqueline, lui disant que cet homme d'affaires va la broyer. Mais elle lui répond fermement qu'elle a un rendez-vous avec la parfumerie et qu'elle ne choisira pas une vie stable, sans rêve. Le soir même, dans un accès de rage, Muller trouve le numéro de la boulangerie où le père de Jacqueline reçoit ses appels. Il l'appelle sous un ton faussement compatissant. Il lui raconte qu'un multimillionnaire est venu chercher sa fille pour financer son rêve de fumée. Il termine en disant qu'elle est ingrate et irresponsable. Puis il raccroche, satisfait d'avoir semé la discorde. À Guebwiller, Frédéric, le père, sent une colère amère monter en lui. Par la rage,
et l'inquiétude semée par l'appel venimeux de M. Muller, Frédéric Cognet prit une décision que son orgueil lui refusait depuis 10 ans. Il devait voir sa fille. Il devait l'empêcher de courir à sa perte. Il se rendit à la gare routière de Guebwiller et prit l'autocar pour Mulhouse. Le trajet fut un calvaire silencieux, chaque kilomètre ravivant sa colère et sa peur. Il arriva chez le traiteur Muller, le visage fermé, l'attitude du légionnaire prêt au combat. Il trouva Muller seul et satisfait, nettoyant son comptoir. « Où est Jacqueline ?» demanda Frédéric, sans préambule. Muller haussa les épaules avec un air de fausse désolation. « Ah, monsieur Cognet, vous êtes trop tard, elle est partie. »« Partie ? Où ça ?»« Avec ce multimillionnaire, Hans. Il est allemand, vous savez. Il lui a offert un laboratoire et des moyens qu'elle n'aurait jamais eus ici. Elle a pris la route de l'Allemagne ce matin. Une grande aventure pour sa fumée, n'est-ce pas ?» Frédéric, le roc, sentit un tremblement dans ses mains. Il n'était pas seulement en colère, il était anéanti. Il avait perdu sa fille une seconde fois, non pas à cause d'une fugue, mais à cause d'un rêve qu'il n'avait pas voulu reconnaître et qu'il avait lui-même poussé vers l'étranger. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Jacqueline était assise dans une Bentley avec chauffeur et avec Hans, filant sur l'autoroute vers l'Allemagne, les poches pleines d'ambition et de formules. Elle ignorait la manœuvre de Muller et le chagrin de son père. Pour elle, c'était le grand saut vers le professionnalisme. Hans, silencieux et efficace, avait déjà loué pour elle un petit atelier à Fribourg, en Brigot, un lieu offrant à la fois l'anonymat et un accès facile aux matières premières européennes. De retour à Guebwiller, Frédéric Cognet était dévasté. La colère, nourrie par les mensonges et la jalousie de Muller, s'était muée en une détermination froide. Il ne pouvait pas récupérer sa fille, mais il pouvait punir celui qu'il tenait pour responsable. Pour Frédéric, dont la vie était régie par le devoir et la propreté militaire, une attaque devait être ciblée et efficace. Son instinct de légionnaire, qui connaissait les ravages des nuisibles sur le terrain, lui dicta sa vengeance. Dans son atelier, il bricola une boîte en carton, soigneusement renforcée. Sans que Justine ne s'en doute, il se mit à capturer les souris des champs qui pullulaient en périphérie de Guebwiller. Il remplit un carton à chaussures d'une douzaine de ces rongeurs. Quelques jours plus tard, sous le couvert d'une nuit sans lune, Frédéric reprit l'autocar pour Mulhouse. Il marcha jusqu'à l'arrière de l'établissement du traiteur Muller. Discrètement, il s'approcha de la zone de livraison, souleva un couvercle de poubelle pour masquer le bruit et déposa son carton près de l'entrée de la cuisine. Il fit une petite entaille dans le carton et s'éloigna aussi silencieusement qu'il était arrivé. Il savait qu'à la première odeur alléchante, les souris trouveraient la sortie. Le lendemain matin, la cuisine de M. Muller fut un chaos inimaginable. Les boîtes éventrées, les sacs de farine attaqués, des traces partout, une infestation qui, dans un commerce alimentaire, était une catastrophe absolue, potentiellement fatale. La rage de Muller contre Jacqueline s'était transformée en un désastre imminent. La vengeance de Frédéric fut instantanée et dévastatrice. Pendant 3 jours, l'établissement de M. Muller sombra dans un cauchemar sanitaire. La présence des rongeurs, amplifiée par les rumeurs qui couraient dans Mulhouse, fit fuir toute la clientèle. La réputation du traiteur, pilier de son commerce de luxe, s'effondra comme un château de cartes. Lorsque les inspecteurs sanitaires arrivèrent, l'ampleur des dégâts était telle que l'ordre tomba. Fermeture immédiate, avec un risque sérieux de ne jamais rouvrir. Muller était enragé, humilié. Il savait que c'était un sabotage. Il soupçonna d'abord Jacqueline, sans se douter que le coupable était l'homme qu'il avait lui-même trahi au téléphone. C'est au matin du 3e jour qu'un ouvrier fit une découverte capitale près de la zone de livraison. Glissée, entre les pavés, se trouvait une carte d'identité plastifiée et tachée de graisse, celle de Frédéric Cognet, avec son adresse et son ancienne profession de légionnaire. Dans la panique de son acte nocturne, Frédéric l'avait fait tomber de sa poche. La police fut immédiatement alertée. Pour Muller, la vérité fut un choc plus violent que l'infestation elle-même. C'était le père qui avait agi, et il l'avait fait parce que Muller l'avait manipulé avec des mensonges. La fureur du légionnaire venait de détruire sa carrière. Monsieur Muller,
homme de procédure, vit dans cette carte d'identité non pas le désespoir d'un père, mais un levier. Il porta plainte pour sabotage commercial et mise en danger de la santé publique. Armé de cette preuve irréfutable, il engagea le meilleur avocat de Mulhouse. Son objectif, pourrir la vie de Frédéric. Les convocations de la gendarmerie arrivèrent si vite à Guebwiller, plongeant l'ancien militaire dans un cauchemar judiciaire. Lui, habitué à une discipline simple et directe, se retrouvait accusé comme un délinquant. Pendant ce temps, à Fribourg, Jacqueline était dans un tout autre monde. Hans lui avait fourni un petit laboratoire moderne, et elle passait ses journées et ses nuits à créer, mélangeant ses fleurs d'Alsace avec les essences haut de gamme qu'il lui achetait. Coupée du monde, sans téléphone, elle ignorait tout du scandale, de l'infestation et surtout du procès qui menaçait son père. Frédéric Cognet se rendit au commissariat de Mulhouse, le dos droit mais le cœur lourd. Confronté à la preuve accablante, son instinct de survie prit le dessus. Il ne pouvait admettre sa culpabilité. Il choisit de désigner la seule personne qui pouvait se défendre sans le savoir, sa propre fille. « C'est une erreur », dit-il d'une voix ferme. « J'ai perdu cette carte il y a des années. C'est ma fille, Jacqueline, qui l'avait dans ses affaires. C'est elle qui a eu le conflit avec Müller, et c'est elle qui a fui en Allemagne juste après les faits. » Le mensonge était crédible. Jacqueline avait le mobile, l'accès au lieu, et elle était injoignable. Pour les enquêteurs, le scénario de la jeune femme vengeresse était plus plausible que celui d'un père respectable organisant une vengeance avec des souris. Frédéric venait de se dédouaner, mais il venait d'ouvrir une enquête contre sa propre fille. En sortant du commissariat, Müller aperçut Frédéric, de loin, le dos voûté, l'air brisé. Une rancune tenace poussa le traiteur à le suivre. Anéanti par son mensonge, Frédéric fit la tournée des bars de Mulhouse, buvant pour oublier. Müller l'observa, à distance, glisser peu à peu dans la déchéance, jusqu'à ce que l'ancien légionnaire s'écroule, épuisé et ivre, sur un banc dans un jardin public. Observant Frédéric endormi, Müller réalisa l'opportunité qui s'offrait à lui. La vengeance par la justice était lente, celle par la destruction serait immédiate. Il mit au point un plan diabolique. Son magasin étant déjà fermé et insalubre, un incendie masquerait le scandale des souris et lui permettrait de toucher une belle indemnité d'assurance. Et pour l'accusé idéal, il avait Frédéric, ivre sur un banc, sans le moindre alibi. Müller rentra chez lui, récupéra un jerrycan d'essence et retourna à son magasin. Il versa le liquide inflammable dans les cuisines, alluma un foyer et s'enfuit. L'incendie ravagea tout. Au matin, la police n'eut qu'à assembler les pièces, le mobile de la vengeance, la preuve matérielle avec la carte d'identité et l'absence d'alibi. Frédéric fut interpellé pour sabotage et incendie criminel. Pendant que ce drame se jouait, Jacqueline, à Fribourg, vivait un rêve éveillé. Hans, convaincu de son génie, avait accéléré les choses. Elle avait quitté son petit atelier pour une somptueuse villa, un domaine entièrement dédié à son art. Le sous-sol fut transformé en un laboratoire de pointe, avec un orgue à parfum monumental. Les jardins, remplis de roses, de jasmins et de tubéreuses, étaient un réservoir d'inspiration infinie. Le jour, elle contrôlait les fleurs cueillies à l'aube, puis passait des heures devant son orgue à parfum, composant son premier grand chef-d'œuvre, un accord audacieux qu'elle nommait en secret l'évasion du désert. Elle travaillait par petites touches, notant chaque dosage, cherchant l'équilibre parfait entre les senteurs. La nuit, elle laissait ses créations macérer, avant de sortir dans le parc pour reposer son nez, respirant l'air neutre pour remettre ses sens à zéro. Épuisée mais satisfaite, elle s'endormait, inconsciente que dans le même temps, son père était enfermé, accusé d'un crime terrible qu'il n'avait pas commis. Pendant que Jacqueline bâtissait son empire, dans le luxe discret de Fribourg, son père, Frédéric Cognet, vivait un véritable cauchemar à la maison d'arrêt de Mulhouse. Cet ancien légionnaire, d'ordinaire si fier et rigide, était brisé par l'incarcération. Il était accusé d'un crime qu'il n'avait que partiellement commis, l'incendie, le chef d'accusation le plus grave,
était en réalité l'œuvre de Müller, mais sans alibi et avec sa carte d'identité retrouvée sur les lieux, tout l'accusait. Pourtant, son obsession n'était pas son procès, mais sa fille, Jacqueline. Frédéric était persuadé que si elle revenait et expliquait leur querelle avec Müller, la vérité éclaterait enfin. Il ignorait que son propre mensonge, celui qu'il lui avait raconté, faisait d'elle une complice potentielle aux yeux de la loi. Par-dessus tout, il voulait s'assurer qu'elle était en sécurité, loin du chaos qu'il avait provoqué. Déterminé, il réussit à se faire conduire au bureau du greffe de la prison. Les greffiers, blasés, écoutèrent sa requête avec une lassitude évidente. « Je veux retrouver ma fille, Jacqueline Cognet », martela-t-il. « Elle est partie à Mulhouse. Elle travaillait chez un traiteur, Müller. Puis, elle est partie travailler en Allemagne. » Il donnait tous les détails qu'il connaissait, mais c'était bien peu. Il ne connaissait ni l'adresse de la villa à Fribourg, ni le nom de l'investisseur, Hans. Le greffier tapa quelques noms sur sa machine à écrire, puis secoua la tête. « Monsieur Cognet, le traiteur Müller a été la victime d'un incendie. Nous n'avons aucune trace récente de votre fille. Et l'Allemagne, c'est vaste. » Vaincu, Frédéric insista. « Elle a sûrement laissé une adresse, une lettre. Elle est partie avec un homme d'affaires allemand. Il faut qu'elle sache. Elle seule peut témoigner. » Sa voix se brisa. Le greffe ne pouvait pas jouer les détectives privés. Frédéric fut ramené dans sa cellule, la solitude de sa quête rendant les barreaux encore plus écrasants. Pendant ce temps, à Fribourg, le laboratoire était devenu le théâtre d'une créativité sans précédent. Forte des secrets de l'ermite et de son précieux cahier, Jacqueline ne se contentait plus d'assembler des notes. Elle cherchait à capturer l'essence même des personnalités. Hans, impressionné par son rythme de travail et la qualité des échantillons, lui avait donné carte blanche. Jacqueline avait une intuition. Pour percer, un parfum devait raconter une histoire, celle de la personne qui le porte. C'est ainsi qu'elle décida de créer une ligne basée sur les 12 signes du zodiaque. Pour le bélier, symbole de force, elle voulait un choc initial puissant. Elle utilisa le poivre rose, appris chez Müller, et une forte dose de vétiver rare, trouvée dans la forêt. Pour le cancer, tout en sensibilité, elle maria la douceur de la rose centifolia avec une note subtile de mousse d'arbre, une technique enseignée par l'ermite, créant une sensation d'enveloppement. Et pour le scorpion, mystérieux, l'audace du cèdre Atlas fut combinée à de l'ambre gris et une touche de résine obscure, créant un sillage hypnotique et entêtant. Le succès fut immédiat au sein de la petite équipe de test. Les parfums n'étaient pas seulement beaux, ils étaient justes. Ils résonnaient avec l'identité de ceux qui les essayaient. Hans, après avoir senti la collection complète, comprit qu'il tenait là un filon d'or, le parfum personnalisé. Grâce à son travail acharné, Jacqueline avait finalisé la ligne des 12 senteurs du zodiaque en un temps record. Sans attendre, Hans lança la fabrication des premiers flacons prototypes et prépara des événements de pré-lancement très sélectifs à Zurich et Munich. La machine Parfum Cognet Jacqueline était lancée à pleine vitesse, mais ce triomphe était étrangement silencieux. Le seul bruit dans le laboratoire était celui de la pompe à vide. Jacqueline avait réalisé son rêve, mais elle était seule, coupée du monde, ignorant que son père, la source même de sa ténacité, était en prison. La ligne des 12 senteurs du zodiaque fut la rampe de lancement que Hans espérait. La qualité technique était exceptionnelle, mais l'idée astrologique offrait un angle marketing incroyablement puissant, surfant sur l'engouement des années 60 pour la spiritualité et l'individualisme. Sous l'impulsion de Hans, la distribution s'organisa à l'échelle mondiale. Les premiers points de vente furent établis dans les capitales du luxe, Zurich, Munich, Londres, New York, ciblant une clientèle aisée et avide de nouveautés. Le marché répondit au-delà de toutes les espérances. Les parfums étaient perçus comme audacieux, ancrés dans un terroir grâce aux notes rares de la forêt noire et à la base des fleurs alsaciennes. Le bouche à oreille et les critiques dithyrambiques dans la presse spécialisée firent le reste. Fort de ce succès, Hans lança la phase suivante.
une campagne de publicité internationale. Les plus grandes agences de communication planchaient sur des concepts pour la marque Parfum Cognet Jacqueline, positionnée comme le mariage parfait entre la tradition française et l'excellence allemande. Jacqueline, au sommet de son art, discutait avec Hans des flacons, des slogans, des égéries potentielles. Elle était devenue une créatrice de renommée mondiale, alors que de son côté, son père se morfondait dans l'oubli. Leur destin les a séparés, mais le fil qui les relie, avec le lancement mondial de la ligne du Zodiaque, les campagnes publicitaires de parfums Cognet Jacqueline se déploient à une échelle impressionnante. Dans toutes les grandes villes françaises, des affiches monumentales apparaissent, frappantes par leur élégance et leur audace. Le message est simple. Le nom de la marque, Parfum Cognet Jacqueline, un flacon minimaliste et un slogan qui promet évasion et authenticité. Pendant ce temps, à Guebwiller, la vie de Justine est un cauchemar. Son mari, Frédéric, est emprisonné à Mulhouse, accusé d'un crime terrible. Seule, elle affronte le jugement silencieux de ses voisins et le poids écrasant des frais d'avocat. Elle n'a aucune nouvelle de sa fille, Jacqueline, depuis son départ houleux des années plus tôt, et les chances de la retrouver en Allemagne sont quasi nulles. Un matin, en prenant l'autocar pour Mulhouse, non pas pour voir son mari, mais son avocat, son regard est attiré par une nouvelle affiche publicitaire près de l'arrêt de bus. D'abord, elle ne comprend pas. Le luxe, le design, puis les mots la frappent avec une violence inouïe. Cognet, Jacqueline. C'est le nom de sa fille, son nom complet, associé à un produit de luxe, à une marque internationale. Sa fille, partie pour un simple emploi de traiteur, est devenue la fondatrice d'une maison de parfums de renommée mondiale. Justine est prise d'un vertige. Le succès de sa fille, la preuve que son rêve n'était pas que de la fumée, est là, étalée sous ses yeux. La femme sur l'affiche n'est pas Jacqueline. Hans, son associé, a utilisé un mannequin, par discrétion, mais le nom, c'est une certitude. Prise d'un nouvel espoir, Justine se précipite vers la seule adresse qu'elle connaît, les anciens locaux du traiteur Müller, maintenant une ruine calcinée. Là, elle supplie les ouvriers présents. Par chance, un ancien livreur se souvient qu'un des collaborateurs de Hans avait laissé une carte de visite. La carte mentionne le nom de l'investisseur et l'adresse de son siège social à Munich. C'est une simple adresse d'entreprise, mais c'est sa seule porte d'entrée vers l'Allemagne et vers Jacqueline. Le jour de sa visite à la maison d'arrêt de Mulhouse, Justine arrive le cœur lourd. Elle apporte non seulement sa propre souffrance, mais aussi la nouvelle bouleversante du succès de leur fille. Le parloir est un lieu froid et bruyant. Quand Frédéric entre, Justine a la gorge serrée. L'ancien légionnaire, autrefois si fier et droit, n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est un homme usé, le regard hanté par la honte et l'incarcération. « Justine, commence-t-il d'une voix rauque, j'ai eu si peur. Je t'ai dit que j'avais perdu ma carte d'identité. Tu as menti, Frédéric, le coupe-t-elle, doucement, mais fermement. Tu ne l'as pas perdue. Tu l'as laissée là, exprès, et tu as dit à la police que c'était Jacqueline qui l'avait. » Frédéric baisse les yeux. Son silence est un aveu. Je devais me protéger, Justine. Je ne pouvais pas. L'argent, l'honneur. Je pensais qu'elle était loin, en sécurité. Justine sort alors de son sac un dépliant publicitaire montrant le nom Parfum Cognet Jacqueline en lettres d'or. Regarde. Frédéric lève les yeux et voit le nom de sa fille associé au luxe international. La fumée qui ne paie pas le loyer. Elle a réussi, Frédéric. Elle a pris le risque. Elle a tout quitté et elle a créé une entreprise mondiale. J'ai une adresse d'entreprise à Munich. Elle est en Allemagne, loin du scandale que Müller a provoqué. Frédéric est foudroyé. Non seulement sa fille a réussi au-delà de toute espérance, mais son propre mensonge, destiné à se protéger, l'a coupé de ce triomphe. Sa jalousie passée et la manipulation de Müller sont à l'origine de sa chute. Le soir même de cette visite, alors que la nuit tombe sur la prison, Frédéric Cognet s'effondre dans sa cellule. L'ancien légionnaire, rongé par l'orgueil brisé, le poids de son mensonge et le stress de l'incarcération, n'a pas résisté.
Les médecins légistes confirmeront plus tard ce que personne ne savait. Il était atteint d'un cancer du pancréas foudroyant, accéléré par l'épuisement. Il meurt seul, avec la certitude qu'il ne pourra jamais se réconcilier avec sa fille, ni clamer son innocence pour l'incendie. La mort de Frédéric enterre l'affaire judiciaire, mais pas les soupçons. Pour la justice, le mobile de la vengeance reste valable. La carte d'identité demeure la preuve matérielle principale. L'affaire est classée, mais Frédéric est moralement jugé coupable du sabotage et de l'incendie. Son honneur, pour lequel il s'est battu toute sa vie, est définitivement terni. Pire encore, son mensonge à la police, affirmant que Jacqueline avait sa carte, reste dans les dossiers, la liant pour toujours à ce scandale en tant qu'instigatrice lointaine. L'histoire est loin d'être terminée. La vérité de Frédéric Cognet en prison n'a pas éteint la flamme de la colère de M. Muller. Bien au contraire. La justice avait classé l'affaire de l'incendie, mais pour Muller, ce n'était pas suffisant. Il voulait une condamnation publique, une réparation pour sa réputation ternie. Sa vengeance, il l'a trouvée par hasard, à Strasbourg. En attendant son tram, son regard est attiré par un immense panneau publicitaire. Un flacon de parfum élégant et un nom en grosses lettres, Cognet Jacqueline. Muller reste figé, le nom qu'il cherchait. La jeune femme qui avait disparu avec son talent était là, sous ses yeux, exposée au monde entier. Son succès, sa fortune, tout était public. Un sourire glacial s'étire sur ses lèvres. La voici, pensa-t-il. Elle n'était plus une employée introuvable, mais la figure d'une multinationale. L'obstacle de l'anonymat venait de s'effondrer. Muller se précipite chez son avocat. Le décès de Frédéric Cognet lui offre une opportunité en or. Le crime initial, le sabotage, avec les souris, n'a jamais été puni, et l'instigatrice, Jacqueline, n'a jamais été interrogée. Muller décide alors de porter plainte contre elle. Les chefs d'accusation sont lourds: sabotage commercial pour l'infestation de souris, vol de propriété intellectuelle, affirmant qu'elle avait dérobé des recettes avant de partir. Et le coup de grâce, une plainte abusive pour homicide involontaire, arguant que le stress provoqué par le scandale avait conduit à la mort de son propre père. L'objectif n'est pas de gagner sur tous les tableaux, mais de détruire la vie de Jacqueline, d'entraver son succès et de la forcer à revenir en France. L'avocat de Muller, connaissant désormais l'adresse de l'entreprise à Munich, envoie les premières assignations en justice. L'affaire explose. Nourrie par la rage de Muller, l'incendie spectaculaire et la mort tragique de Frédéric, l'histoire fait la une des journaux en France et en Allemagne. Un mélange parfait de luxe, de crime et de drame familial. Pendant ce temps, Jacqueline, ignorant tout, est dans sa Bentley, conduite par le chauffeur de son associé, Hans. Il se dirige vers Munich. À un feu rouge à Fribourg, son regard se pose sur le présentoir d'une petite papeterie. Le titre de l'édition allemande du jour la frappe comme un poignard. Le luxe maculé, la fondatrice du parfum Cognet, Jacqueline accusée d'avoir provoqué la mort de son père. Sous le titre, une photo de son père à côté du magasin calciné de Muller. Le monde de Jacqueline s'écroule. Son histoire, tordue, déformée, est exposée à des millions de personnes. Hans avait voulu la protéger, mais sa propre gloire venait de faire éclater la vérité au grand jour. « Arrêtez la voiture !» crie-t-elle, la voix tremblante. Elle se rue dans la papeterie, achète tous les journaux qui parlent de l'affaire. Dans la voiture, elle découvre l'horreur. La plainte de Muller, l'accusant de sabotage, de vol et de la mort de son père. Arrivée à Munich, la réunion avec Hans tourne à l'affrontement. « Je savais que ça arriverait, » dit Hans, le visage fermé. « Nous avons une crise majeure. »« Mon père est mort, Hans, » hurle Jacqueline, « et je suis accusée d'être la cause de tout ça. »« Calmez-vous, » répond-il, « nous allons gérer. Vous ne bougez pas d'Allemagne, je mobilise les meilleurs avocats. Nous allons attaquer Muller pour diffamation. Si vous mettez un pied à Mulhouse, vous leur donnez la photo qu'ils attendent, celle de la coupable. » Le rêve avait un prix. Et ce prix, c'était l'honneur de sa famille, l'impossibilité de faire son deuil. Jacqueline se retrouve face à un choix impossible. Protéger l'empire qu'elle a bâti ou se battre pour rétablir la vérité. Que va-t-elle décider? La suite dans le prochain épisode.
Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt. Le monde de Jacqueline s'était effondré. Tout s'était enchaîné à une vitesse folle. L'article de presse accusateur, la mort tragique de son père, Frédéric, son incarcération, et maintenant, ce procès intenté par Muller. Elle était sous le choc, complètement perdue. Hans, son investisseur, au lieu de lui offrir un soutien sincère, a flairé l'opportunité parfaite pour resserrer son emprise sur elle. Dans le silence glacial de son bureau à Munich, il a joué une partition terrifiante, mélangeant une fausse compassion et une pression financière implacable. Il lui a dit « Écoutez-moi, Jacqueline, je comprends votre chagrin. La mort de votre père est une tragédie, mais vous ne pouvez pas vous permettre cette hystérie. Vous êtes désormais le visage de la marque, un visage qui vaut des millions. » Sa voix est devenue douce, presque hypnotique, jouant sur sa solitude et sa culpabilité. Il s'est approché, insinuant « Ce procès, cette presse, c'est la preuve que vous avez besoin de protection. Vous êtes une artiste pure, naïve. Vous n'êtes pas faite pour affronter la boue juridique et les journalistes. Laissez-moi prendre le contrôle total. Donnez-moi les pleins pouvoirs, laissez-moi gérer la part de risque. En échange, je mobiliserai toutes mes ressources pour blanchir le nom Cognet. Pas pour votre père, c'est trop tard, mais pour votre marque. » Le message était clair. Si elle ne coopérait pas, il la laisserait se noyer. Puis, il est allé encore plus loin. Il voulait s'emparer de l'essence même de son talent. Pour vous libérer de toute préoccupation, simplifions notre accord. Je rachète l'intégralité de vos parts. Vous devenez mon employée exclusive, grassement payée, avec un contrat à vie pour créer des parfums pour ma maison. Vous aurez la sécurité, le luxe et plus jamais de soucis. Laissez-moi gérer le monde réel. Il utilisait son désarroi pour la dépouiller de son statut de fondatrice et la réduire à une simple créatrice sous ses ordres. Il convoitait son génie et surtout les secrets du fameux cahier ancien qu'il soupçonnait qu'elle possédait. Face à cette proposition, qui ressemblait à un pacte avec le diable, Jacqueline a senti une urgence. Elle devait parler à sa mère, Justine. Mais comment faire ? On est dans les années 60, les communications ne sont pas ce qu'elles sont aujourd'hui. La maison de sa mère à Guebwiller n'avait pas le téléphone. La seule ligne de vie qu'elle connaissait était celle de la boulangerie Steiger, où Justine allait chaque matin. Avec une boule dans la gorge, elle a dicté le numéro à Hans, qui n'a pas pu cacher son irritation face à cette méthode si provinciale. L'appel a abouti. Une voix endormie a répondu « Boulangerie Steiger ». Jacqueline a rassemblé ses forces. « Bonjour, je suis Jacqueline Cognet, j'appelle d'Allemagne. Pourriez-vous rendre un immense service à ma mère, Justine Cognet ?» Le boulanger, d'abord méfiant, a reconnu le nom de la famille. Jacqueline lui a expliqué la situation en quelques mots. La mort de Frédéric, l'urgence qu'elle la rejoigne. « S'il vous plaît, monsieur Steiger, allez la chercher. Dites-lui que je suis Jacqueline, en Allemagne. Dites-lui que je l'attends. » L'homme a accepté. Quelques heures plus tard, il s'est rendu chez Justine et lui a transmis le message. « Votre fille, l'artiste du parfum, vous attend. » Dévastée par la nouvelle, Justine n'a pas hésité une seconde. Elle a fait une petite valise, emportant le strict nécessaire, mais aussi 2 objets précieux. Le vieil alambic en cuivre de Jacqueline, symbole de son rêve, et un paquet de vieilles lettres de Frédéric, des lettres qu'il n'avait jamais envoyées à sa fille. Peut-être contenaient-elles les réponses à tant de questions. Justine a pris l'autocar pour Mulhouse, puis le train pour Fribourg, en Allemagne. Hans, malgré son mépris pour ce drame familial, a dû faire bonne figure. Il ne pouvait pas laisser sa future partenaire aller chercher sa mère elle-même. Une limousine a donc été envoyée à la gare de Fribourg. Lorsque Justine est descendue du train, son visage creusé par le chagrin, le chauffeur l'a conduite jusqu'à la somptueuse villa de Hans. Jacqueline attendait devant le portail. Quand la voiture s'est arrêtée, toutes les années de silence et d'amertume se sont évaporées. Il n'y a pas eu de reproche, seulement la douleur partagée. Mère et fille se sont serrées dans une étreinte silencieuse, pleurant ensemble la perte de l'homme de leur vie. « Maman » a juste pu dire Jacqueline. « Ma chérie, ton père était si fier de toi.
a murmuré Justine, lui cachant pour l'instant l'ampleur des mensonges qu'elle venait de découvrir. Jacqueline a pris la main de sa mère. Elle savait que les questions et les explications viendraient plus tard. Pour l'instant, l'important était qu'elles soient enfin réunies. Dans cette épreuve, l'une comme l'autre, elles étaient tout ce qui leur restait. « Maman, je veux te montrer où tu es. » Jacqueline entraîne Justine vers les jardins, ignorant la villa luxueuse pour l'instant. Pour Justine, habituée aux petites parcelles d'Alsace, c'est un choc. Des rangées de fleurs s'étendent à perte de vue. Jasmin, tubéreuse, rose, toutes ces variétés qu'elle n'avait fait qu'entrevoir, cultivées ici avec une précision chirurgicale. « Ce sont tes fleurs, maman, » lui dit Jacqueline, les yeux brillants. « Celles que nous n'avions pas en Alsace, c'est ici que je fabrique. Regarde. » Justine touche les pétales, émue. L'odeur puissante des fleurs lui rappelle son mari, Frédéric, qui passait ses soirées à réparer un vieil alambic pour ce rêve. Elle comprend alors que l'alambic qu'elle a apporté est le lien sacré entre ce luxe et leur passé humble. Après ce moment d'émotion, Jacqueline fait entrer sa mère dans la villa. Elle veut qu'elle se sente immédiatement chez elle, loin de la précarité de leur ancienne vie. Elle l'installe dans une suite somptueuse. La chambre est immense, aussi grande que leur ancienne maison de Guebwiller. Une cheminée en marbre, des fenêtres donnant sur le parc, une salle de bain plus vaste que leur cuisine d'autrefois. Regarde maman, c'est ici que tu vas te reposer. Tu as tout l'espace que tu veux, c'est fini de compter. Submergée, Justine effleure les draps de soie. Jacqueline lui fait ensuite visiter la villa. Salle à manger, bibliothèque, piscine intérieure. Un monde d'opulence qu'elle n'avait vu qu'en images. Mais Jacqueline insiste. Elle ne montre pas ses richesses par vanité. Tout ça, maman, c'est ce que ton courage m'a permis de faire. Et c'est chez toi, maintenant. Le soir même, alors que Justine dort paisiblement, Hans rejoint Jacqueline dans le grand salon. L'homme d'affaires, d'habitude, si maître de lui, semble ébranlé. Il a bu, sa rigueur habituelle s'est fissurée. « Nous devons parler, Jacqueline, » dit-il, d'une voix faible. Il la regarde, et pour la première fois, elle voit du désespoir dans ses yeux. « Je vous ai demandé de me faire confiance, mais je ne peux plus vous mentir. » Il s'approche. Cette entreprise, ce succès, ce n'était pas seulement une question d'argent pour moi, c'était un moyen d'être près de vous. Je suis amoureux de vous, Jacqueline, depuis le premier jour, chez Muller, quand vous avez parlé de vitesse et de choc initial. Hans avouait alors avoir tout manipulé. J'ai joué le rôle de l'investisseur froid pour ne pas vous effrayer. Je vous ai isolé parce que je voulais vous garder ici, loin du chaos, loin des autres hommes. La pression de ce procès, c'est devenu un cauchemar pour moi. Je ne peux plus attendre. Laissez-moi prendre soin de vous, de tout. Je peux tout payer, tout arranger. Sa proposition est un mélange toxique de passion et de contrôle. Il ne désire pas seulement la femme, mais aussi son génie créatif. Face à la détermination de Jacqueline, Hans décide de jouer sa dernière carte. Un geste fou, une tentative désespérée de prouver son amour. Il a convoqué ses avocats pour rédiger un nouveau contrat, un document qui terrifie ses propres conseillers. « J'ai une proposition », dit Hans, le regard illuminé. « J'ai compris que le contrôle vous étouffe. » Il lui tend les papiers. « Je vous vends symboliquement toutes mes parts dans Parfum Cogné Jacqueline pour un seul marque. Vous devenez l'unique propriétaire. Je vous fais cadeau de la villa, du parc, du laboratoire. Tout ce qui est en Allemagne est désormais à vous. » Hans renonce à une fortune, des millions de marques, pour la garder. Ma seule condition, c'est que vous me permettiez de rester à vos côtés pour gérer le combat contre Muller et l'entreprise. Je serai sûr que l'amour, un jour, viendra. Je crois en votre génie, Jacqueline. Maintenant, croyez en mon amour. Ce don est magnifique, mais terriblement lourd. Jacqueline serait la seule maîtresse à bord, mais liée à Hans par une dette émotionnelle immense. Bouleversée, elle ne peut refuser. C'est la validation de son rêve, la liberté qu'elle cherchait, mais aussi le prix de sa lutte pour laver l'honneur de son père. « J'accepte, Hans, » dit-elle d'une voix grave. « Mais sachez une chose, votre sacrifice vous donne ma reconnaissance, pas mon cœur. Cela se mérite. » Elle signe. Jacqueline Cogné est désormais l'unique propriétaire de son empire.
Que va-t-il se passer maintenant? N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir la suite de cette histoire incroyable. Merci de nous suivre.